Donc, je vais commencer. Les suivis du plan d'action pour le bassin versant. En fait, ça va être tout ce qui a été fait parce que le plan d'action était séparé par des actions sur les réseaux d'égouts et les installations septiques, les infrastructures routières, la réglementation qui a été modifiée au cours des années, l'étude et les suivis liés à la qualité de l'eau. Ça, on va avoir par Zoé aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un peu les résultats préliminaires, pas finaux. La conservation et la restauration du territoire, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? La sensibilisation et le développement du sentiment d'appartenance, bien, je crois que de faire ça le comble à soir, ça témoigne quand même que le lac est quelque chose d'important là, dans la communauté. Puis les actions en cours, comme je disais, et qui sont prévues. Premièrement, au niveau des réseaux d'égouts, ça c'est sûr que c'est un gros morceau quand même là, pour la qualité du lac. Au courant des années, il a fallu que le réseau soit séparé parce qu'avant, on avait des réseaux unitaires, pluviales, sanitaires ensemble. Mais là, au cours des années, tout le secteur, en fait, qui est autour du lac a été séparé. Quand on a fait aussi la rue principale en 2012, l'ancien collecteur qui était dans les berges a été ramené dans la rue principale aussi. C'est plusieurs actions comme ça. Puis présentement, on a environ 50 de notre réseau quand même qu'au cours des années a été séparé. Mais tout ce qui entoure le lac, c'est déjà fait pour cette partie-là. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a toute la cartographie des réseaux, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on peut intervenir. Puis, dans tous les puisards, là, il y a un nettoyage là, aussi de sédiments annuellement qui est fait pour être capable d'enlever qu'est-ce qui s'accumule au courant de l'année. Installation septique, bien, il a fallu faire un inventaire puis une inspection de tous ceux qui étaient sur le réseau. À chaque 2 ans, on fait la vidange. Donc, cette année, s'il y en a qui l'ont eu, ça a été fait en 2016. Là. Donc, c'est une autre action qui est faite. La cartographie, ça a été un bon processus, mais là, à chaque 2 ans, on fait le nettoyage. L'entretien des fossés, ça, on va en reparler plus tard là, dans la présentation de mes collègues, là, mais c'est un gros morceau. Présentement, il y a eu beaucoup de formations qui a été données aussi au niveau de l'érosion pour tous les entrepreneurs, mais aussi pour tous les employés municipaux. C'est-à-dire que quand il y a de l'entretien, on n'utilise plus les mêmes techniques, on utilise plutôt que l'entretien du tiers inférieur, c'est-à-dire qu'on essaie de garder quand même de la végétalisation dans le fossé pour éviter l'érosion complète là, de ces bandes de terre-là. Ça a été quand même un gros processus d'implanter ça dans les travaux publics. Maintenant, à chaque année, il y a des formations qui sont bien au fait de toutes les techniques, puis les mesures de contrôle de l'érosion. Quand on parle du contrôle de l'érosion, la Ville a adopté aussi son propre règlement par rapport à ça. Fait que tous les travaux, comme je disais, des travaux publics, mais aussi tous les projets de développement sont assujettis à ça. Là. Vous voyez souvent quand il y a des projets, les barrières à sédiments, là, ces espèces de barrières noires qu'on voit qui sont faites pour les capter. Donc ça, maintenant, plusieurs projets sont obligés d'y mettre. Puis tout nous, quand on fait des travaux à l'interne ou quand on a des sous-contracteurs qui travaillent, c'est quelque chose de très important à respecter. Puis la MRC avait fait un règlement de contrôle intérimaire, le REGES, probablement que certains d'entre vous en ont entendu parler. Bien, ça a été intégré aussi, là, on vient d'entrer en vigueur notre nouveau règlement de zonage puis notre nouveau plan d'urbanisme. Donc, tout dans la réglementation, il a fallu intégrer les dispositions de la MRC, que Simon vous parlera plus en détail un peu plus tard. Mais ça aussi, ça a été quand même un gros changement à faire pour les projets de développement. Puis une éducation en continu aussi par rapport à ça, parce que veut pas, c'est des intrants de plus à analyser, c'est des étapes de plus dans les processus, mais qu'au final ont un gros impact sur tout l'aspect de la sédimentation puis de l'érosion surtout. Là. Sensibilisation, éducation, comme je l'ai dit, à chaque année, il y a des formations qui sont données aux employés municipaux. Les promoteurs ou les développeurs ou même l'autoconstruction quand ils arrivent ou les personnes qui se construisent une maison, qui a un risque, bien, ils sont tous épaulés là, dans le processus. Là. Donc, c'est vraiment une approche d'éducation et de sensibilisation pour tout le monde. Il n'y a personne qui va y échapper. L'échantillonnage, Zoé va vous parler un peu des résultats préliminaires. À chaque année, on fait il y a des échantillons qui sont faits sur le territoire de la municipalité, dans le bassin versant. La bathymétrie date de quelques années. Elle sera probablement refaite bientôt. C'est quand même une grosse étude. Par la suite, les milieux riverains, tout ce qui est la conservation. Bien, vous avez vu aussi apparaître au cours des dernières années toute la notion de bande riveraine, là,
les 10 ou 15 mètres qu'on doit préserver là, sur le bord des cours d'eau. Ça a vraiment, ça aussi, des gros impacts. Je ne veux pas commencer tout de suite le discours parce que Simon va en parler beaucoup, mais on est chanceux d'avoir une MRC très proactive là, à ce niveau-là. Là. Il y a eu des agents de bande riveraine, il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies par rapport à ça. Puis maintenant, c'est intégré aussi dans toutes les réglementations. Là. Fait que c'est certain que c'est rendu un incontournable, mais ça a été beaucoup d'actions à mettre en branle par rapport à ça pour en arriver où est-ce qu'on est maintenant. La caractérisation des milieux humides, c'est sûr que ça, on le fait en continu dans des projets de développement. C'est une étape obligatoire pour le ministère de l'Environnement. Puis la distribution d'arbustes qui se fait de façon annuelle aussi là, aux propriétaires riverains. Le plan de conservation, ça, c'est tous les milieux humides qui ont été identifiés là, dans l'ensemble des municipalités. On les a vraiment cartographiés. Dans la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, il y a eu un usage qui a été créé qui s'appelle aire de conservation. Fait que c'est des terrains qui ont été cédés à la municipalité, on ne peut pas les développer. Donc, ils vont être vraiment conservés. On peut les voir un peu mieux sur le prochain plan. C'est tous les terrains qui sont en vert, là, présentement, qui sont zonés aire de conservation. Dans un avenir proche, on va essayer de faire, nous aussi, notre propre stratégie de conservation. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été fait, mais c'est quelque chose qu'on travaille là, en continu dès qu'on peut en acquérir. Mais on va travailler là-dessus aussi au cours des prochaines années. Le nettoyage du lac, c'est sûr que ça a été beaucoup discuté aussi au cours des dernières semaines. On va s'y prendre différemment pour les prochaines fois, mais c'est une action qui est faite de façon annuelle. Puis aussi l'ensemencement de poissons là, à chaque année. Le sentiment d'appartenance, comme je vous le disais tantôt, je pense que de faire ça le comble ce soir, c'est un bon indicatif là, de l'importance du lac puis du sentiment que vous avez par rapport à ce joyau-là qu'on a en plein milieu de notre ville. Donc, je crois que ça, en continu, ça devient de plus en plus dans le débat public, fait que ça devient très intéressant. Le nettoyage, cette année, on étudie la possibilité là, de le faire avec une nouvelle compagnie qui sont capables, eux, avec la machinerie, de sortir des plus gros morceaux. Mais ça il va falloir le regarder de plusieurs facettes, là, mais ça a été prévu pour l'année prochaine de réétudier le problématique parce qu'on s'en était fait parler par des citoyens. Fait que là, c'est sûr qu'on veut réagir pour ça à l'année prochaine, à être prêt à répondre aux préoccupations. Mais juste à noter que cette année, quand même, on en a fait beaucoup plus que ce qui était prévu. Là, suite à l'AGA du comité, on a réinjecté pratiquement le double pour continuer le nettoyage. Mais là, je pense qu'on ne va pas nécessairement focusser sur réinjecter le double, mais plutôt de le faire d'une façon selon vos préoccupations. Fait que c'est à l'étude pour 2017. On va arriver avec une nouvelle stratégie. L'ensemencement, qui a été fait depuis plusieurs années déjà. La distribution d'arbustes, ça continue. Les travaux d'infrastructure, c'est sûr que ça, tous les nouveaux projets de développement maintenant sont obligés d'être séparés. Chaque fois qu'il y a une nouvelle construction, les branchements sont inspectés aussi par nos inspecteurs municipaux. Fait qu'on est plus alerte, on surveille plus ça. Puis en continu, la ville, à chaque fois qu'on a des travaux, bien, on sépare tout le temps les réseaux. Mais la partie qui était intéressante, c'est que le tour du lac, celle-là, elle a été faite. L'application du cadre réglementaire de la MRC, qui ont des règlements très intéressants là, pour vraiment aider toutes les municipalités à aller de l'avant avec l'amélioration continue au niveau environnemental. Puis, parenthèse que je faisais tout à l'heure, aussi un rappel que maintenant, c'est même intégré dans notre propre réglementation municipale. Fait que c'est plus juste qu'il faut le faire à la MRC. Les villes, pour aller en concordance avec le schéma d'aménagement, on a été obligé de toutes les inclure. Fait que on fait vraiment des grands pas. Puis c'est ça en bonne partie aussi au niveau de la MRC là, qui est très proactive à ce niveau-là. Les surveillances des problèmes en continu, c'est-à-dire qu'on a des gens sur le terrain qui regardent. Si vous voyez des choses problématiques, appelez-nous. Il y en a qu'on ne peut pas tout voir en même temps, mais si vous en voyez, appelez-nous qu'on puisse faire la surveillance. L'évidence du faux septique vient d'être faite en 2016. Des actions plus concrètes pour l'avenir, en fait, là, parce qu'en partie, c'est sûr que présentement, on est en 2016. Je ne peux pas vous annoncer tout ce qui va être fait en 2017 parce que les choses qu'on a prévues, c'est premièrement, on va faire un nouveau plan d'action pour le lac d'Avignon. Le plan d'action préliminaire le premier, a été fait de 2010 à 2015. Donc, cette année, on va travailler, entre autres, avec l'OBV Yamaska pour faire un nouveau plan d'action
qui va tenir en compte les phénomènes aussi qu'on voit de plus en plus, comme la sédimentation et ces choses-là. Mais je ne veux pas m'avancer à en dire des actions qui vont être faites précisément en 2017, parce qu'on va attendre le plan avant de vous dévoiler. Mais les autres choses qu'on a faites aussi par rapport à la sédimentation et tout l'aspect qu'on a entendu parler récemment de l'île aux mouettes, en parallèle, on donne aussi, dans les prochaines semaines, un mandat à un organisme qui, elle, ce qu'elle va faire, c'est le plan de localisation d'ouvrages de gestion de sédiments dans les bassins versants. Une façon qu'on peut aller intervenir, parce qu'on va en parler plus tard, mais vous l'avez su, je pense qu'on l'a bien dit, l'île aux mouettes, l'accumulation de sédiments, elle provient du bassin versant. Toute la notion du bassin versant va vous être expliquée bientôt. Mais c'est que nous, on ne peut pas aller demain matin avec le ministère de l'Environnement dire on met la pelle mécanique dans l'île aux mouettes, on la creuse. C'est pas ça la solution. Ce qu'ils vont nous demander en premier, c'est de régler en haut. Ça veut dire qu'il faut qu'à la source, on soit capable de contrôler la sédimentation qui s'en vient dans notre lac. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en attendant? C'est que là, on a donné un mandat à une firme spécialisée là-dedans. Ils ont fait le lac Bromont aussi, le bassin versant du lac Bromont puis du lac Selby, si je ne me trompe pas. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont identifier tous les fossés qu'il y a dans le bassin versant qu'on pourrait, dans des emprises municipaux, faire des trappes à sédiments. Fait que ça, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est comme c'est dans l'emprise municipale, puis c'est pas non plus dans des... On n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, parce qu'on sait que faire ces démarches-là avec le ministère de l'Environnement, de prouver qu'on est capable de le contrôler à la source, ça va être une démarche de longue haleine, mais en parallèle à ça, pour être capable d'avancer, on a engagé une firme qui, elle va nous dire tous les endroits, à toutes les croisées des fossés qu'on pourrait faire une trappe. Chaque trappe, elle, va capter les sédiments qui arrivent. Puis de cette façon-là, ils vont nous dire lesquels prioriser, puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour le budgéter aussi. Comme ça ferait déjà une action concrète rapidement pour stopper de façon quand même assez importante là, toute la sédimentation qui arrive au lac. C'est sûr qu'avant d'arriver, comme je vous dis, à des actions concrètes avec le ministère de l'Environnement, ça va être long. Fait que la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on va faire les démarches, mais en contrepartie, on va commencer qu'est-ce qui est plus dans notre contrôle pour l'instant. Fait que ça, c'est sûr que le plan d'action, puis ce mandat-là, c'est les grosses actions 2017 qui vont être faites rapidement pour tout de suite commencer à régler les problèmes. Donc, ça conclut ma présentation. Donc, je vais laisser la place à Zoé de l'OBV là, de pouvoir venir vous expliquer aussi qu'est-ce qui est le bassin versant, puis aussi là, les résultats préliminaires. Merci. OK, bonsoir tout le monde. Donc, parfait. Donc, moi, je vais venir vous présenter un peu qu'est-ce que le bassin versant, un petit historique rapide du lac en premier lieu, puis ensuite quelques résultats. Là, je vois déjà beaucoup des gens du comité qui vont déjà connaître un peu là, les résultats au lac lui-même. Aussi, un suivi qu'on a fait cet été à la plage relativement à la contamination fécale. Puis, le suivi at large dans le bassin versant avec un peu là, les tendances à long terme. Donc, le lac. Donc, si vous êtes des amateurs de Google, vous pouvez voir cette image-là. Donc, on voit le lac d'Avignon à Cowansville, un peu encadré par les routes. Là, je vous propose de reculer un peu dans le temps. Donc, 2014. Donc, ceux qui vont être plus attentifs pourront voir la promenade du lac tranquillement en reculant des maisons qui disparaissent. Donc, 2009. On peut aussi faire le suivi un peu de l'île aux mouettes. 2006. Puis là, en fait, je vous montre ça pour le prochain saut dans le temps qui recule jusqu'au milieu des années 60. Plus de lac. Donc, c'était juste pour faire un rappel que le lac d'Avignon, ce n'est pas un lac d'une formation naturelle. Historiquement, c'était la continuité de la rivière Yamaska Sud-Est. Donc, le lac d'Avignon, c'est simplement un barrage qui a été mis en 1969 qui a créé l'élargissement de la rivière. Donc, c'est quelque chose qui va être utile de comprendre, surtout quand Simon va vous expliquer un peu tout ce qui est de la géomorphologie. Puis même si on revient à notre image de Google, on voit même là, ici, c'est inscrit « Rivière Yamaska Sud-Est » dans le lac.
Donc ça, c'est notre lac. Ensuite, le bassin versant. Pour étudier la santé d'un lac, c'est un peu comme chez les humains, il faut prendre en compte toutes les habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie pour un lac, on va aller voir son bassin versant. Donc, le bassin versant, finalement, il va avoir un relief. Puis, avec ce relief-là, l'eau de pluie qui va tomber, le ruissellement, tout ça qui va se diriger. Donc, si on suit la goutte d'eau, c'est ce qui va déterminer dans quel sens la goutte d'eau coule, vers quel cours d'eau, vers quel plan d'eau. C'est ce qui va nous amener à déterminer la ligne de partage des eaux, qui va venir délimiter notre bassin versant. Donc, si on regarde après ça en vue aérienne, on va voir que cette ligne de partage des eaux-là, finalement, fait le contour de notre bassin versant. Donc, c'est là tout le territoire, donc toutes les activités qui vont avoir un impact sur la santé de notre lac. Donc, c'est là toutes les bonnes ou mauvaises habitudes qui ont un impact sur la santé. Donc, pour le lac d'Avignon, voici son bassin versant. Donc, on remarque ici, on a les limites municipales. Donc, on voit que le lac est entièrement inclus dans les limites municipales de Cowansville. Mais on remarque tout de suite, finalement, que tout ce qui a un impact sur le lac, c'est beaucoup plus que Cowansville. On voit donc majoritairement Lac-Brome et Sutton. Puis, si on l'amène en chiffres, donc on voit qu'il y a 42 % du bassin versant qui se retrouve dans la municipalité de Lac-Brome. Donc la première colonne, c'est ça. La deuxième colonne, si on le voit dans l'autre sens, si on regarde une municipalité, quelle proportion de cette municipalité-là est inclue dans le bassin versant? Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour Lac-Brome, ça donne la même chose. Mais si on regarde l'exemple de la ville de Brome, elle est à 100 % inclue dans le bassin versant. Donc, même si elle représente 6 % de toutes les activités de cette ville-là, finalement, bien, ce village-là va avoir un impact sur le lac d'Avignon au bout du compte. Puis si on prend plus attention à Cowansville, on voit que c'est seulement 2 % du bassin versant du lac qui est inclus dans la municipalité. Mais à l'inverse, c'est quand même 10 % du territoire de la municipalité qui est dans le bassin versant. Donc, ensuite, on peut regarder, bon, comme chez les personnes, leur physionomie va avoir un impact sur la santé. Bon, pour un lac, on va regarder la physionomie de son bassin versant. Puis si on regarde ici, la topographie va avoir est un élément essentiel dans l'équation. Donc, si on voit pour le bassin versant, dans le fond, ça part dans les monts Sutton. Donc, on va avoir une pointe à 809 mètres, donc les zones la plus élevée du bassin versant, pour arriver à descendre jusqu'à Laval, jusqu'au lac à 114 mètres. Donc, on voit quand même qu'il y a un bon dénivelé, puis ça va avoir un bon impact pour la dynamique du cours d'eau. Ensuite, l'utilisation du sol. Donc, ce qu'on voit ici, les différentes couleurs, ça va être le vert, le vert plus foncé, c'est la forêt. Donc, on voit qu'il y a environ 80 % du bassin versant quand même qui est recouvert de forêt. On va ensuite avoir 13 % environ qui vont être dans les friches, puis seulement un 3 % là, qui est mis en culture. On voit quand même qu'il y a une répartition dans l'espace aussi. Les activités se retrouvent plus à l'aval dans le bassin versant. Ça ici, c'est des données qui avaient été sorties avec des orthophotos de 2006. Un travail a été fait par Jomont pour relever les marques d'érosion sur le territoire. Donc, ce qu'on voit, c'est les carrés rouges, puis c'est foncé, plus la densité de marques d'érosion est élevée. Donc, ça nous enlignait déjà à l'époque pour établir un peu nos suivis de qualité de l'eau sur où pouvaient être les hotspots d'érosion. Puis ensuite, il y a d'autres données qui peuvent être tenues en compte, comme ici, là, on voit les 2 étoiles qui sont des rejets des stations d'épuration. Puis un autre élément important, c'est les milieux humides qui vont vraiment servir d'éponge, qui vont utiliser à réguler l'eau dans le bassin versant. Donc ici, on voit une carte là, qui localise les milieux humides dans notre bassin versant pour le lac d'Avignon. Donc ensuite, si on regarde le suivi de la qualité de l'eau, ce qui a été fait au niveau du lac, donc ça, c'est vraiment grâce au comité
de sauvegarde du bassin versant du lac d'Avignon qui sont allés faire les prélèvements. Donc, on va venir établir un niveau trophique du lac. Donc, c'est un peu l'état de santé. On va dire, est-ce que c'est un lac qu'on peut considérer qui est jeune ou qui est plus avancé, plus vieux. Donc, le oligotrophe, c'est ce qu'on va souhaiter avoir. Puis, on va arriver jusqu'au eutrophe. Pour évaluer ça, on regarde principalement les 3 paramètres suivants, donc qui est le phosphore, la chlorophylle A, puis la transparence. Chacun va donner une cote, puis ensemble, ça donne une évaluation globale. Donc, ici, on a les résultats pour 2015. Donc, on voit que le positionnement... Y a-t-il un pointeur? Oui, c'est pas grave. On voit le positionnement, c'est des petits carrés jaunes. Donc, pour le phosphore, on se retrouve dans le méso-eutrophe vers même le oligo-méso-eutrophe. Ensuite, la chlorophylle A est un peu plus élevée, puis la transparence également. Donc, globalement, on se retrouve avec une situation méso-eutrophe pour 2015. Donc, si on regarde au fil des ans, donc dans le fond, c'est fait depuis 2008, ce suivi-là, on voit qu'il y a une variation naturellement là, interannuelle, mais globalement, ça tourne toujours autour de quelque chose qui est méso-eutrophe. Ensuite, cet été, on a fait un suivi de qualité de l'eau plus dans l'objectif de mieux comprendre la problématique de contamination fécale qu'il y a à la plage. Donc, la plage a été fermée en 2015, a encore été fermée cette année en 2016. Puis, dans le fond, on se demandait, bon, mais qu'est-ce qui a causé? Pourquoi il y a des fermetures maintenant à la plage? Avant, on n'en avait pas. Bon, il y a eu... Ça, c'est les différentes stations qui ont été mises pour l'échantillonnage, les suivis du E. coli, donc, qui est l'indicateur des coliformes fécaux. Puis, la première conclusion en regardant, c'est que finalement, la première chose qui est arrivée, c'est avant 2015, les suivis qui étaient faits, c'était le suivi qui était fait avec le programme Environnement Plage. Donc, on parle d'un suivi d'environ 3 à 5 échantillons dans l'été au complet pour déterminer la qualité de l'eau à la plage. En 2015, a été implanté un suivi plus fréquent par la municipalité. Donc, c'était échantillonné à toutes les semaines. Donc, déjà, juste cette différence-là nous amène à penser que le fait qu'on ait eu plus de résultats mauvais n'était pas nécessairement dû à un événement ou à quelque chose qui venait à la source contaminer la plage plus fréquemment qu'avant, mais peut-être plus que maintenant, on se rendait plus souvent compte que la plage était contaminée vu qu'on avait un suivi plus serré de la plage. Donc ça, c'est le premier événement parce qu'on n'a pas trouvé de modifications importantes nécessairement sur le territoire qui enlignait vers cette contamination-là. Ensuite, ce qu'on a eu comme résultat, là, cette étude-là, c'est ça, c'était cet été. Les rapports ne sont pas encore terminés et les analyses non plus. Donc, ce que je vous présente ici, c'est ça, les données préliminaires. On a analysé à toutes les semaines environ les E. coli à toutes ces stations-là. Puis ce qu'on a remarqué finalement, c'est une dégradation des E. coli. Donc, si on avait un événement où il y avait beaucoup d'E. coli à ce niveau-ci, à la station McEtchen, ça ne se rendait pas à la plage. Donc, on allait avoir au même moment à la station 6 au moins une diminution de moitié. Après ça, au pont Hillcrest 5, ça allait avoir déjà beaucoup diminué. Donc, on a éliminé l'hypothèse de dire que finalement, la problématique de coliformes fécaux de la plage pourrait provenir d'une problématique dans le bassin versant. Même des fois, à la plage, les coliformes étaient très élevés, tandis que les stations à l'amont, c'était tout beau. Donc, on a vraiment réglé cette problématique-là. On est confiant de dire que la contamination est proximale à la plage, donc est localisée quelque chose de près de la plage. Ensuite, les observations sur le terrain, tous les jours étaient dénombrés, le nombre d'oiseaux, de bernaches, de goélands qui étaient présents. Puis ensuite, on a pu faire une corrélation, de voir les événements importants où il y avait plus de contamination à la plage. On avait vu des événements où est-ce qu'il y avait eu beaucoup d'oiseaux aussi en même temps. Ensuite, l'étape qu'on souhaite terminer, c'est d'aller faire ce qu'on appelle une détection des sources. Donc, avec l'ADN qu'on peut retrouver dans l'eau, de déterminer est-ce que la contamination fécale proviendrait des oiseaux, de l'humain, du bovin. Donc, il y a des marqueurs d'ADN qui sont utilisés pour aller valider ça.
La difficulté avec ça, c'est qu'on a besoin d'un niveau de contamination relativement élevé pour avoir des résultats très fiables. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'échantillons d'un niveau assez élevé pour ça, mais on a quand même certains traceurs qui ont été détectés, là. Donc, ça, on va pouvoir, dans le rapport final, pouvoir faire l'analyse plus complète puis arriver à des conclusions plus précises là-dessus. Mais en ce moment, ce qu'on peut dire de façon préliminaire, c'est que la contamination est proche, puis il y aurait une tendance là, qui s'enligne vers finalement une contamination qui est due au goéland et au bernache. OK. Les suivis qui ont été faits maintenant dans le bassin versant. Ici, vous voyez les triangles rouges sont les 11 stations qui ont été suivies de 2010 à 2012 dans le bassin versant. Puis, si vous regardez la station qui est écrite YSE 139 pour Yamaska Sud-Est 139, c'est aussi une station qui est suivie via le réseau rivière du ministère MDDELCC, le Développement durable, lutte au changement climatique. Donc, il est suivi à long terme. Donc, on a des données depuis très longtemps et qui est continué aussi à tous les ans. Donc, les 4 paramètres qui ont été suivis plus spécifiquement, c'était le phosphore total. Il faut penser que initialement, la problématique qui avait été principalement soulevée, c'était la problématique liée aux cyanobactéries. Donc, l'élément suivi dans ce temps-là, c'est le phosphore qui est ciblé. On a aussi ciblé les coliformes fécaux dans l'optique de l'usage relatif à la baignade et aux activités récréatives, les matières en suspension et l'IDEC, qui est l'indice diatomée de l'Est du Canada. C'est les images que vous voyez ici en bas, c'est des petites algues microscopiques qu'on va retrouver accrochées sur les roches. Donc, on va aller récolter pour déterminer un taux d'eutrophisation. Donc, ça va nous donner un indice biologique si on compare avec des indices comme le phosphore ou les coliformes qui sont prélevés instantanément. Donc, on prend les bouteilles, qu'on va prélever l'eau, puis après ça, on dit, bon, bien, il y a tant de microgrammes de phosphore par litre. Ça, on peut comparer ça à une prise de photo. Tandis que les diatomées, bon, c'est des petits organismes vivants, donc ils vont intégrer la donnée sur environ 4 à 5 semaines. Donc, on pourrait considérer, comparé à notre photo de tantôt, que c'est un peu comme prendre une vidéo. Donc, ça, c'est les résultats pour le phosphore total de 2010 à 2012. Ici, on parle de médiane de mai à octobre, donc de période estivale. Et on parle de concentration. Donc, ici, c'est des microgrammes par litre. Donc, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, on arrive dans la catégorie qui dit bonne pour les cours d'eau, donc qui est en bas là, du 20 microgrammes par litre. Donc, on voit qu'il y a juste une station qui sort en haut de ça. Ce qui est important, puis qui nous amène à cibler deux sections, si on veut, plus problématiques et qu'on avait déterminées peut-être prioritaires là, pour l'intervention. Fait que là, ici, on voit chacune des stations avec le critère de protection. Là, je voudrais juste spécifier ici, on parle de concentration et on parle de médiane. Donc, ça veut dire qu'on est allé échantillonner. Des fois, on va avoir eu des maximums beaucoup plus élevés que ça. Mais la médiane, c'est la donnée du milieu qui est prise. Donc, ce que ça nous donne comme information, c'est la qualité de l'eau la plus fréquente, si on veut, les jours, le plus grand nombre de jours qui est à cette qualité d'eau-là. Mais si on veut avoir une conception pour le lac d'une charge qui est amenée au cours d'eau, là, il faut penser à pondérer tout ça avec les débits pour avoir une meilleure idée. Dans le fond, ça, c'est la situation générale. Puis, malgré que c'est quand même bas, puis on se rappelle tantôt, le lac était situé autour de 13 microgrammes, mais on sait qu'on a quand même eu des événements de cyanobactéries. Donc, malgré ce critère de protection-là, il serait souhaitable de viser une diminution là, du phosphore. Donc, dans l'idée de ne pas juste regarder les concentrations, qui nous donnent le niveau de base, puis qui, dans le fond, sont plus corrélés avec les sources de pollution qui sont dites ponctuelles, donc qu'on a à un endroit précis dans le temps et un peu en continu,
contrairement à une pollution qu'on appelle diffuse, qui est due plus au ruissellement général qui est fait sur le territoire. Si on regarde les données de 88 à 2015, qu'on cherche à établir des tendances, on voit que la tendance pour le phosphore dans le bassin versant est très clairement à la diminution. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On parle d'une diminution de 26 microgrammes par litre depuis les années 80. Donc, ce qui est quand même bon si on pense qu'à ce moment, on est à 13 dans le lac environ. Puis, c'est statistiquement significatif, là, qu'on se soit avec les tests d'hypothèse traditionnels ou les tests qu'on utilise maintenant, qu'on dit hautement probables. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est à 98,8 % des chances qu'on ait raison quand on dit qu'il y a une diminution. Donc, la même chose, quand on évalue la charge, ça voudrait dire qu'il y a une diminution de 4,1 tonnes par an depuis les années 88 qui passent vers le lac d'Avignon. Donc, ça, c'est le même travail pour les matières en suspension. Ici encore, là, on revient aux concentrations. Donc, on voit qu'il n'y a pas de problématique majeure en temps normal, mais la problématique vient ici, puis Simon pourra vous l'expliquer plus en détail, des événements de pluie. Donc, si on regarde ici, les médianes sont belles, mais dans ces années-là, on a eu des maximums au printemps qui étaient à 200. Donc, ici, on parle de 1, 2 et 3 microgrammes par litre. Donc, encore ici, on voit, dans le fond, dans les 3 colonnes de gris, c'est les années, chacune des années 2010, 2011, 2012, pour vous montrer la variation qu'il y a d'une année à l'autre, dépendamment de qu'est-ce qu'on attrape comme pluie lors des échantillonnages. C'est ça qui va faire une variabilité annuelle, donc d'où l'importance d'échantillonner sur plusieurs années pour être capable d'avoir une bonne idée du comportement. Puis, ce que vous voyez en bleu, c'est la colonne des 3 mis ensemble. Donc, pour ce qui est des matières en suspension, il n'y a pas de tendance claire qui en ressort. Ce qu'on voit ici, c'est que ça semble avoir une légère augmentation, mais statistiquement, ce n'est pas significatif. On parle d'une probabilité à 78,7 % d'avoir raison de dire qu'il y a une augmentation. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme fiable. Puis, si on voit les graphiques ici, je ne l'ai pas expliqué tantôt, mais les points sont les données qui ont été mesurées, tandis que la ligne bleue, c'est quand on vient pondérer avec le débit. Puis de chaque côté, ce qu'on retrouve, c'est les marges d'erreur. Donc, si on considère ça ici, c'est qu'on voyait une augmentation qui correspondrait à 2,6 mg par litre. Ça peut sembler faible, mais quand on transfère le tout en charge, on parle de 1139 tonnes par année d'augmentation. Mais c'est ça. Ça, on ne peut pas affirmer clairement là, qu'il y a une tendance à l'augmentation ou à la diminution. Ça prend énormément de données, de relevés terrain pour arriver à des données qui sont statistiquement significatives, là. Donc, d'où peuvent provenir les sédiments? Bien, ici, c'est juste un exemple d'un projet où est-ce qu'on circulait, on faisait des travaux de terrain dans le secteur, où est-ce que j'avais montré prioritaire là, dans le coin du North Branch. Ici, on voit, j'ai mis 2 photos côte à côte, la photo que j'ai prise du fossé, puis ensuite la photo de ce fossé, de même fossé-là au même moment qui rentre dans le cours d'eau. Donc, c'est juste pour vous montrer comment, des fois, c'est visible à l'œil nu, les sédiments qui sont transportés par les fossés dans les cours d'eau. Donc, il y a plein de choses qui vont avoir des impacts sur les sédiments. Donc, on va parler des travaux de développement ou juste des travaux de terrassement qui ne sont pas assez vite gazonnés, qui peuvent créer des coulisses comme ça, des chemins, les fossés de chemin. Ici, c'est les nettoyages des ponts par le MTQ. Donc, quand on se promène sur le territoire, là, on retrouve facilement là, ces marques-là d'érosion sur le territoire. C'est toutes des photos qui ont été prises sur des projets où est-ce qu'on se promenait dans le bassin versant. Puis, nécessairement, c'est toujours suite à un événement de pluie qu'on voit clairement les problématiques. Donc ici, ça, c'est notre station McEtchen qu'on continue de suivre aussi là, cet été pour les coliformes.
Donc, on voit quand il y a un événement de pluie, bien, la terre de la route se rend, puis tranquillement, on voit que ça, c'est ce même endroit-là, dans le cours d'eau, l'eau du pont finit par faire son chemin jusqu'à la rivière. Donc ça, c'est des exemples de nivelage de route qu'on voit des fois. Il serait supposé de garder une bordure de gazon sur le long. Ici, des travaux de réfection qui sont faits. Donc, c'est toutes des choses que quand la terre est mise à nu, finalement, s'il y a de la pluie, il y a des sédiments qui vont se rendre au cours d'eau. Donc, si on regarde, en 2010 à 2012 aussi, dans le bassin versant, on avait fait des analyses de coliformes fécaux. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'amont du bassin versant, c'est quand même beau. Tranquillement, on arrive, on descend, puis ça se détériore un peu. C'est sûr que les coliformes fécaux, c'est pas quelque chose qui survit de très longues distances, là. Donc, c'est pas une sommation autant que se fait pour le phosphore dans le cours d'eau. Donc, il n'y a pas juste une question de dilution et d'accumulation, mais les coliformes fécaux aussi ne survivent pas très longtemps. Mais ce qu'on voit, c'est ça. Si on regarde, le critère qui est utilisé, c'est 200 pour la baignade. Donc, les plages, une fois que c'est en haut de 200, les plages vont être fermées. Donc, dans le bassin versant, il y a quand même plusieurs stations qui arrivent. Là, je vous rappelle, ici, on parle encore de médiane. Donc, ça veut dire que dans la partie aval du bassin versant, il ne serait pas recommandé de se baigner, particulièrement suite à un événement de pluie. Puis, si on revient encore en question de concentration et de charge, ici, on voit vraiment que depuis 1988, il y a encore une diminution qui, elle, est statistiquement significative pour les coliformes fécaux. Ici, c'est les résultats qui ont été tirés de l'IDEC. Donc, ça, c'est les petites algues microscopiques. Donc, une intégration, le petit vidéo que je vous parlais, contrairement à la photo. Donc, on voit encore que toutes les données, finalement, se coordonnent et se supportent, là. On voit qu'on a encore les mêmes secteurs problématiques. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a vu avec Olivier qu'il y avait déjà beaucoup d'actions qui avaient été entreprises. Donc, toutes les municipalités du bassin versant avaient été approchées pour les impliquer dans le plan d'action. Donc là, on sait qu'on a une problématique relativement aux cyanobactéries. On a aussi une problématique relativement à l'accumulation de sédiments. Là, ça, Simon va vous en parler plus en détail, mais avec l'île aux mouettes. Donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est quels sont nos usages du lac. On veut le lac pour se baigner, c'est une prise d'eau potable, c'est un élément important. Donc, c'est quoi notre vision pour le lac? Qu'est-ce qu'on veut être capable de maintenir comme usage ou même de récupérer comme usage? C'est ce qui va nous permettre de clarifier vers où on veut aller avec les actions. Le premier plan d'action avait fait plus un regard, un portrait général, avait ciblé les grandes orientations. La MRC a beaucoup avancé sur la réglementation, sur l'érosion et tout ça. Donc maintenant, on est rendu un peu plus loin, donc il faut préciser, peut-être cerner plus précisément les objectifs. Puis ça va devenir aussi une question que la population va devoir se poser pour où elle veut investir, comment elle veut travailler pour améliorer son lac. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des exemples. Tantôt, Olivier l'a parlé sur mettre des trappes dans les fossés. C'est sûr qu'il y a de l'amélioration encore à faire pour l'entretien des fossés, puis vraiment l'implantation des mesures de contrôle et tout ça. Bien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, là, donc il faut maintenir ces formations-là qui sont faites aux gens qui vont travailler à faire ces travaux-là. Il y a l'exemple au lac Brome qui ont été faits justement des projets pilotes pour en implanter des seuils comme ça dans les fossés. Puis tout ce qui est le contrôle là, des sédiments en général. Sinon, il y a aussi les exemples d'implantation de corridors riverains, de réaménagement des plaines inondables. Donc, toute la notion de géomorphologie que Simon va vous amener, dans le fond, le cours d'eau a une certaine force, donc, qui est liée vraiment avec la topographie.
Donc, c'est important de réfléchir à comment est fait le territoire et comment l'aménager, le gérer pour réussir à travailler de pair avec la nature. Donc, la nature, elle, de façon naturelle, elle a des plaines inondables pour décharger la force des rivières. Mais je vais laisser Simon vous en parler plus longuement. Bien, bonjour. Merci d'être ici. Donc, je vais vous présenter, comme ça a été mentionné, certains éléments d'un, le territoire de Brome-Missisquoi, parce qu'il y a des enjeux qui sont communs, pas juste au lac d'Avignon, mais à l'ensemble des lacs qui sont situés sur le territoire de la MRC, puis même ailleurs au Québec. Donc, on est... il y a des choses c'est ça, on a les mêmes enjeux un peu partout. Et donc, bassin versant du lac d'Avignon, rapidement, parce que ça a été présenté amplement. Des éléments d'hydrologie, un certain petit cours 101 là, pour comprendre vraiment où on est ici, c'est quoi nos enjeux principaux. Et finalement, les derniers points, qu'est-ce qui est déjà en cours au niveau de la MRC Brome-Missisquoi? Donc, Brome-Missisquoi, c'est un grand territoire avec 21 municipalités. En gros, la ligne de partage qui est bleue ici, disons, toute l'eau qui est au nord coule vers la rivière Yamaska. Ultimement, tout ce qui est au sud coule vers le lac Champlain, la baie Missisquoi notamment, qui est ici. Hein. Et il y a quelques lacs sur le territoire, dont lac d'Avignon, lac Brome, lac Bromont, le lac Selby ici à Denham et la baie Missisquoi qui est le grand lac Champlain. Hein. Et ont tous eu des problèmes de cyanobactéries. Et on a des enjeux complètement différents. La baie Missisquoi, très, très, très agricole. Le lac d'Avignon, on l'a vu, qui est un bassin versant qui est très forestier, puis la qualité de l'eau est quand même très belle. Donc, chaque lac doit être vu indépendamment et chacun a ses enjeux particuliers. Et donc, vous voyez, la baie Missisquoi, on est dans un extrême là, de qualité de l'eau où on serait très, très heureux d'avoir les problèmes du lac d'Avignon au niveau de la baie Missisquoi, où on a des niveaux de phosphore qui sont vraiment très, très élevés. Ce n'est pas un trucage, c'est vraiment les cyanobactéries qu'il y avait cet été au mois de septembre. Donc, c'est juste le temps de tremper sa main dans l'eau. Ça a l'air de la peinture, hein? Et donc, au niveau de tous les lacs dépendent de la qualité de l'eau qui rentre des tributaires, parce que je ne sais pas à quelle fréquence l'eau, par exemple, du lac d'Avignon se renouvelle à chaque année. Je pense que c'est 5, 6, 10 fois. Non, aux 10 jours. Aux 10 jours. À chaque 10 jours, toute l'eau du lac, elle s'en va, est évacuée. Donc, c'est vraiment l'eau des tributaires, l'eau qui rentre, d'où la notion de bassin versant. Pourquoi on en parle autant? L'eau qui est dans le lac, c'est carrément l'eau des tributaires qui transite tranquillement par le lac, qui s'en va. Donc, c'est essentiel de regarder le bassin versant. Ensuite, on parle beaucoup de phosphore, matière en suspension. Matière en suspension, je vais vous faire une petite démonstration. Je fais un test, j'espère que ça va marcher. J'aurais dû tester un peu, on va sortir un peu. Vous voyez, ça ne prend pas grand-chose pour brouiller l'eau. Oups! Donc, des matières en suspension, c'est ça, c'est de la terre qui est en suspension dans l'eau. L'eau vient brouiller et c'est ça qu'on mesure. Quand on parle de matière en suspension, ça, c'est ça qui va finir par sédimenter dans le lac au bout du compte. Donc, c'est les principaux enjeux un peu partout. Hein? Donc, phosphore qui est en lien direct avec les cyanobactéries, les algues. Matière en suspension qui va venir par se déposer dans le lac, créer l'île aux mouettes, qui est l'exemple célèbre. Et donc ça, c'est important. Les études sont faites pas mal dans l'ouest de la MRC, où il y a eu des suivis en continu de la qualité de l'eau. Et donc pas juste des échantillons pris comme ça, mais vraiment en continu. Puis on remarque que c'est très, très clair qu'à peu près, je présume que c'est à peu près le même problème partout, mais on a à peu près 80% de la charge de sédiments qui passe environ 2 à 3 semaines. Fait que le gros des matières, le gros de la charge de pollution arrive, c'est sûr, avec la crue du printemps et avec à peu près 5-6 événements de pluie majeure au courant de l'été. Donc là, quand les sols sont rendus saturés d'eau, quand il ne pleut pas fort, ça va bien, les sols ont soif, ça boit, les bandes riveraines font l'ouvrage, tout ça, mais quand on arrive avec des sols qui sont déjà gorgés d'eau
et que là, il y a beaucoup de ruissellement qui se fait à la surface des sols. C'est là qu'on a nos grosses charges de matière en suspension, de phosphore, et tout est là. Donc, il faut réussir à gérer nos gros coups d'eau, et c'est particulièrement vrai pour le lac d'Avignon. Donc, puis on a remarqué aussi dans les quelques études d'études de carottes de sédiments, donc ils prennent des échantillons de sédiments qu'avant les années, on est capable de voir toute l'historique, l'accumulation des sédiments. Donc là, ça date de centaines d'années. On est capable de voir même les essais nucléaires dans le Nevada. Ça fait une petite couche bien précise là, de radioactivité à tel endroit. On est capable de dater tout ça. Donc, avant les années 90, il y avait des taux, là, je vais vraiment généraliser parce que ça dépend, là, les sédiments s'accumulent plus à une place qu'à l'autre, tout ça, mais si on fait vraiment une moyenne, en gros, il y avait à peu près une petite couche qui s'accumulait avant les années 90, et après les années 90, on voit que le taux d'accumulation de sédiments dans les lacs, donc je parle du lac d'Avignon, le lac Selby, la baie Missisquoi, a fait à peu près x20. Donc, c'est ce qu'on remarque. Donc, ça vraiment, le taux de sédimentation augmente, ce qui est un peu en lien avec l'augmentation de la charge de matière en suspension aussi qu'on observe. Et tous les lacs de Brome-Missisquoi ont des problèmes. On a parlé amplement de l'île aux Mouettes, qui est maintenant tristement célèbre. Mais on a aussi, ça ici, c'est les deltas qui se font à la sortie du ruisseau Argyle dans le lac Brome. Hein. Donc aussi, à la sortie d'un tributaire, on a une accumulation de sédiments. Même chose, on voit un petit peu ici, un tout petit cours d'eau qui arrive dans le lac Bromont, qui ne va pas chercher grand-chose, mais on voit encore là la petite accumulation de sédiments qui se fait. Même chose, lac Bromont, le plus gros cours d'eau Wright, encore le petit delta de sédiments. Lac Selby, c'est encore là un tout petit cours d'eau qui est à sec quasiment tout l'été, mais qui va faire un beau delta de sédiments. Donc, autrement dit, c'est un peu les mêmes enjeux pour l'ensemble de la région. Hein. Et dans la baie Missisquoi, la sortie de la rivière Missisquoi fait carrément un immense delta qui est végétalisé. Hein. Donc, c'est des choses qui sont communes aussi, là, et dans la limite un peu normale. Là. Donc, le bassin versant du lac d'Avignon, on l'a vu, je pense rapidement, c'est quand même une belle qualité d'eau. C'est un bassin qui est essentiellement forestier. Donc, les enjeux, là, moi, je suis très optimiste pour le lac d'Avignon. Je pense que le portrait général est quand même très beau. Mais ça reste un type de sol, je vais trop vite, reculer, un type de sol qui est particulièrement vulnérable à l'érosion. Avant, il y avait la mer de Champlain par-dessus nous, donc ça a laissé des dépôts de petites couches de sédiments. Et c'est particulièrement vulnérable. Une fois que les sols sont mis à nu, souvent ça va prendre bien du temps avant que l'érosion finisse par taper une couche de sol assez stable là, pour que ça arrête là, de creuser. Donc c'est une particularité là, du bassin, du type de sol. Là. On a aussi, je me trompe avec le pointeur puis l'avancement des diapos, je m'excuse. Hein. On a aussi, c'est 800 mètres finalement, c'est à peu près 700 mètres, là, je me suis trompé, de dénivelé, mais sur 20 km de longueur de bassin versant. Donc, on a de la pente dans le bassin du lac d'Avignon. Et c'est un gros enjeu, c'est pour gérer des débits qui sont de type torrentiel. Là. Donc, un petit cours d'eau qu'on peut presque traverser à pied, en période de pluie, devient un torrent. Et c'est ce type de changement de débit-là, et veut pas, c'est la réalité, ça vient avec la pente. Là. Si on fait couler de l'eau dans une pente forte, c'est clair qu'elle coule vite, pas mal plus vite que si on fait couler sur une table, là, où elle va s'étendre. Donc, c'est une particularité qui est du bassin, c'est un défi. Donc, on l'a vu tantôt, si on met avec un peu une image là, de l'élévation des montagnes, on a les monts Sutton qui sont ici. Donc, avec une vue un peu 3D, on arrive à voir que le lac d'Avignon qui est ici, on a les petits cours d'eau, prend sa source dans les montagnes. Ça arrive assez vite, merci. Et où ça se dépose, c'est dans le lac. Donc, je trouvais ça important de faire un petit cours vraiment rapide d'hydrologie pour distinguer, parce qu'il faut vraiment distinguer qu'est-ce qui est une dynamique naturelle, là, parce que c'est normal qu'il y ait des sédiments dans les cours d'eau, et qu'est-ce qui est aggravé par l'activité humaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut travailler, puis qu'est-ce qui est tout à fait naturel aussi.
Donc, dans la littérature, la géomorphologie, c'est presque tous les grands cours d'eau, c'est toujours pareil. Une zone où ça prend sa source, donc la ligne de partage des eaux qui est plus haut, les milieux plus montagneux. Et c'est toujours des sources d'apport de sédiments. Ensuite, il y a une zone de transit qui se fait où les cours d'eau ont tendance à avoir des méandres, ça va bouger, l'eau a quand même beaucoup de vitesse. Donc, et on a les zones d'accumulation qui sont d'habitude les plaines inondables. Et ça se retrouve partout dans le monde. Tous les cours d'eau, on suit tous c'est de la science. Donc, comment ça s'applique au niveau du bassin versant du lac d'Avignon? On a les montagnes, donc les monts Sutton, on voit les cours d'eau qui prennent leur source au niveau des montagnes. Donc, ça creuse quand même des bons sillons. C'est sûr que c'est un apport naturel de sédiments. Surtout au niveau des monts Sutton qui sont quand même assez bien protégés. Il y en a beaucoup qui sont une bonne portion en réserve naturelle, boisée. Donc, ça reste une source d'apport de sédiments qui est tout à fait naturelle et inévitable. Ensuite, on a les zones de transit. Donc, on voit ça, c'est dans le coin du village de Brome. On voit avec les données d'IDAR que le cours d'eau, il va méandrer. Puis le parcours de l'eau qu'il y a aujourd'hui, c'était pas le même. Le cours d'eau n'était pas du tout à la même place il y a 10 ans. Il n'était pas à la même place il y a 20 ans. Puis il va toujours bouger dans un certain corridor. C'est une zone de transit où c'est inévitable. Il y a des méandres. Il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir. Et on a la zone d'accumulation, qui est la plaine inondable. Dans le cas de la rivière Yamaska Sud-Est, la vraie plaine inondable est à Farnham. Donc, elle est dans les plaines agricoles, un peu plus loin vers Brigane et Farnham. Sauf qu'on a le lac d'Avignon qui a été fait là, à peu près dans le parcours de la rivière Yamaska Sud-Est, qui devient une zone d'accumulation de sédiments. Et donc, je ne veux pas, il y a le barrage, l'eau ralentit là, et ça devient une zone d'accumulation qui est par la force des choses. Donc, dans l'hydrologie, géomorphologie, il y a toujours un équilibre qui se fait entre la quantité d'eau, entre le débit, ce qu'on appelle le débit liquide, donc l'eau, la quantité d'eau qui passe, et le débit solide, c'est la quantité de sédiment qui est transportée. Donc ça, cette balance-là est inévitable. Il y a toujours un équilibre qui se fait entre la vitesse de l'eau et sa capacité à transporter des sédiments. Donc, dans les méandres aussi, on voit des méandres, on voit de l'érosion de berge. Des fois, on a tendance à trouver ça terrible, là, mais c'est des choses encore là qui sont bien normales. Là. Il y a un tourbillon qui se fait, la berge s'érode ici, il y a des bancs d'accumulation de sédiments qui se font. Et les cours d'eau vont changer de place, évoluer dans un corridor. Hein. Donc, des choses comme ça, ça a l'air terrible pour un propriétaire, mais ça reste normal. Hein. Donc, on s'attend à avoir de l'érosion qui se fait dans les parties concaves et des bancs d'accumulation de sédiments. Sauf que dans ce cas-ci, ça c'est normal, mais s'il y avait une petite bande riveraine, une bonne bande riveraine végétalisée, ça irait pas mal moins vite. L'érosion aurait moins de prise et là, on arriverait à diminuer cet impact-là. Donc, bon, maintenant, là, on a parlé de la dynamique naturelle. Là. Maintenant, on a occupé le territoire. Traditionnellement, ça ici, c'est le débit qui se fait. La petite courbe bleue, c'est la quantité d'eau qui passe dans le temps. Disons, il pleut, le cours d'eau réagit, va gonfler, le débit augmente suite à la pluie. Après ça, le niveau revient à la normale. Là. Et traditionnellement, quand il y a du développement qui se fait dans le bassin versant, ça change les débits. Les débits augmentent de 30% de pente. Et plus ça prend, il y a toute une série de normes particulières à suivre. Et au-delà de 50% de pente, il ne reste plus grand-chose de possible comme intervention. Abattage d'arbres, couvert forestier, c'est un élément vraiment essentiel parce que la qualité de l'eau est toujours proportionnelle au pourcentage de couvert forestier dans le bassin versant. C'est une constante partout. Et c'est important, ça a l'air un peu tree huggers, là, mais le rôle de l'arbre est vraiment important. Un arbre va intercepter une bonne quantité de l'eau qui tombe, va en boire énormément, c'est des zones d'infiltration préférentielles. Là.
Et donc, on ne peut plus faire de projet de développement en faisant des coupes à blanc. On est obligé de conserver des espaces boisés, planifier nos projets pour conserver des espaces boisés. Puis il y a des espaces à conserver selon les grosseurs de terrain aussi. On veut garder notre couvert forestier le plus possible, là. Donc, gestion des eaux pluviales, l'idée de gérer à la source, terrain par terrain. Donc, comme une nouvelle construction, par exemple, on ne peut pas connecter le toit de gouttière, tout ce qui est l'eau qui tombe sur le terrain ne peut pas aller à l'égout. À l'égout pluvial, doit être géré sur le terrain. On peut parler de barils, de récupération d'eau de pluie, jardin de pluie. Tout simplement laisser l'eau couler sur le terrain, sur le gazon, ça finit par s'infiltrer, puis pas mal moins de volume d'eau qui se ramasse rapidement dans le cours d'eau après. Et pour les grands projets, ultimement, à la fin, il y a des taux de rejet, des bassins de rétention qui doivent être faits. Il faut stocker la pluie puis la relâcher tranquillement vers les cours d'eau pour éviter les gros coups d'eau. Compenser ce qui normalement s'infiltrait, ce qui ne s'infiltre plus, parce que c'est sûr qu'on va mettre l'asphalte, des maisons, des toits, des surfaces imperméables. Donc, à la fin, il faut respecter les taux de rejet réglementaires vers les cours d'eau. Donc, ça peut ressembler à des ouvrages de ce type-là, ainsi de suite, jardin de pluie. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus sur le territoire des puis là, on peut intégrer ça à travers des aménagements urbains, paysagers. Attendez-vous à voir ce type d'ouvrage de gestion des eaux de pluie. Ça peut être aussi tout simplement une entrée, dans certains cas, qui permet d'infiltrer de l'eau, mais qui est assez forte là, pour supporter le poids des véhicules. C'est des petites choses comme ça qui finissent par faire une grande différence. Contrôle de l'érosion dans les chantiers de construction. Il faut mettre en place des mesures de contrôle d'érosion. Barrières à sédiments. À la fin, on ne peut pas laisser un chantier à nu. Il faut absolument couvrir les sols de végétation. Ou si c'est maintenant en hiver, il faut mettre un couvre-sol, s'assurer que le principe est que la terre n'a pas le droit de sortir du chantier. Elle doit rester sur place. Donc ensuite, on a préparé des outils, aider les municipalités aussi à intégrer tout ça, des guides au niveau de l'application, d'intégration réglementaire, des fiches techniques aussi pour les entrepreneurs en excavation, etc., aider les professionnels sur le territoire. Des dépliants, séances de formation, donc plusieurs choses qui sont en place au niveau de la MRC, de concert avec les municipalités, on travaille ensemble. Ensuite, on a au niveau de la gestion on est en train de développer avec une équipe de chercheurs universitaires des outils, en fait, modéliser un peu le parcours de l'eau sur le territoire. Et je suis content que Pierre-Philippe Labrie, notre géomaticien, soit ici, qui a fait un super travail pour développer ça. On a des bons géomaticiens au Québec. Et en gros, ça va nous permettre d'identifier précisément où l'eau circule, c'est quoi les apports de sédiments qui arrivent. Donc, cibler nos endroits. On y arrive, là, bientôt, l'outil va être prêt. Mais de développer des outils pour nos municipalités, c'est où nos hotspots d'érosion, c'est où les endroits qui sont les plus problématiques, c'est où si on intervient ici, il faut faire vraiment plus attention qu'ici où il y a peu d'enjeux. Donc, des outils qu'on développe. Un guide pour ici, là, qui est à l'intention des concepteurs de projets de développement, je ne veux pas aller trop loin, mais c'est guide technique, comment on fait les calculs de calcul de débit, de gestion des eaux pluviales, et il y a des taux de rejet à respecter selon c'est petit, il y a une petite carte de couleur, mais on a évalué c'est quoi les taux de ruissellement naturel dans les bassins versants de la MRC. Et maintenant, les projets de développement doivent respecter ces taux-là. Donc, on se colle sur la capacité de support réel des cours d'eau. Au lieu de faire un taux fixe général à l'ensemble de la MRC comme c'était, on vient vraiment se coller sur ce que le cours d'eau est capable de prendre pour vrai, sans problème avant qu'il y ait de l'urbanisation. Et c'est des normes, il y a une partie de l'eau aussi qui doit être infiltrée obligatoirement dans les projets. Donc, finalement, si je résume, s'il y a quelque chose à retenir, c'est les enjeux, c'est qu'il faut ralentir l'eau, la vitesse d'évacuation de l'eau. Il faut réussir à intercepter les sédiments avant qu'ils se ramassent dans les cours d'eau, avant que l'eau ait l'air de ça. Il faut l'intercepter à la source. Le plus on le fait à la source, le mieux ça va. Et pour ce qui est au niveau de la MRC, le REGES, je pense qu'on encadre assez bien maintenant. J'ose espérer si c'est bien appliqué. Hein? Tout ce qui est développement, tout ce qui va se faire dans l'avenir, je pense que ça devrait être quand même bien encadré.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui a déjà été fait? Et c'est un peu là. Il y a déjà eu un plan d'action. On a un plan d'action régional là-dessus. Il y a déjà eu un plan d'action au niveau spécifique au bassin versant du lac d'Avignon. Je comprends qu'il y en a un deuxième mise à jour qui doit être faite. Et ça commence par, avant de penser à enlever l'île aux mouettes, c'est sûr qu'il faut commencer par contrôler les sources dans le bassin versant pour éviter qu'elles reviennent après. Une fois si on se rend là, bien, faut être sûr qu'après ça, là, c'est réglé. Donc, ça conclut pas mal là, la présentation. Donc, merci à tout le monde. Je pense que ça fait un bon résumé aussi, là, que quand on dit que tout ce qui est la réglementation d'urbanisme, puis aussi qu'est-ce qui est le contrôle qu'on fait de l'érosion, les formations qu'on donne aux employés, l'accompagnement qu'on donne aux entrepreneurs. Des fois, quand on le dit verbalement, ça semble des actions qui ne sont pas nécessairement concrètes, mais quand vous avez vu, je pense, les photos de Zoé et de Simon étaient très parlantes là, de l'impact que ça a, toutes ces mesures qui sont déjà en place présentement. Bien, on est vraiment dans la bonne direction. Il s'en vient tard. Je prendrais, si vous avez quelques questions, on peut en prendre quelques-unes. Moi, je me présente, Louise Pinard. Ça fait 46 ans que je demeure à Cowansville. Et on demeure à Cowansville. On adore Cowansville. On est sur le bord du lac. Puis on aime la ville. Puis on voit que les gens sont intéressés à sauver le lac. Mais moi, je vais vous dire juste notre problème à nous. On reste je l'ai compris ce soir, notre problème. À nous, là, qui reste. Moi, je reste en face de l'île aux mouettes. L'île au pique-nique. Bien, savez-vous, vous m'avez dit que c'est un bassin forestier. J'ai compris. Il n'y a pas juste des sédiments qui descendent. Il y a des arbres et des arbres entiers qui sont là entre la rue Hillcrest et l'île aux mouettes. Ouais. Ouais. C'est pas. J'ai compris ce soir pourquoi vous m'avez dit. J'ai adoré la soirée, j'ai aimé ça, mais j'ai compris. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas juste les sédiments qui descendent, c'est qu'on est un bassin forestier et les arbres descendent aussi. La vérité, c'est qu'il y a des arbres qui sont là présentement, puis on le regarde, comme je vous dis, en 2017, on regarde une nouvelle approche. On l'a entendu, on l'a vu. On s'adapte à la réalité. Je suis très contente de la soirée de ce soir. Merci beaucoup. Mais notre problème, nous, on le vit, on le voit à tous les jours. Oui, Ouais. c'est certain. Puis on a des algues dans le lac qu'on n'avait pas avant. C'est les sédiments qui créent ça. Parce qu'il y a 14 ans, quand on est arrivé ici, on pouvait se baigner dans le lac. Maintenant, on ne peut plus se baigner. Il y a tellement d'algues, c'est plus agréable. Puis il y a tellement de branches d'arbres, de troncs d'arbres qu'on ne peut plus se baigner. Ça, c'est vrai. Mais c'est- Que là, quand vous parlez de la baignade ou de ces choses-là, On ne peut plus aller à nos vous pouvez pas aller vous baigner, il y a des problèmes avec le canot. Mais là, c'est l'usage récréotouristique du lac là, qui en ce moment est atteint. Là. Fait que c'est aussi tous ces aspects-là qu'on va regarder dans la priorisation. Mais c'est un fait, puis c'est ça. Puis là, c'est l'aspect récréotouristique du lac. Oui? On fait beaucoup de kayak, mon mari, puis moi j'ai resté pris souvent cet été. Là. On a parlé beaucoup de pluie, mais cet été, on n'en a pas vu de pluie. On a remarqué en 1 an une détérioration énorme. C'était flagrant cette année au niveau de l'île aux mouettes, du cours d'eau qui est en dessous du pont. Il n'y avait pas d'eau. Et donc là, moi je trouve que c'est urgent, parce qu'on s'est dit tout de suite, il faut qu'il y ait une pelle. Puis là, vous dites, là, il y a des firmes qui vont venir analyser tout ça, mais sauf que s'il n'y a pas de pluie non plus l'année prochaine, avec ça d'eau, les algues se forment. C'est terrible. Fait que, tu sais, en quelque part, je comprends qu'il y a beaucoup la pluie, c'est vraiment nocif. Mais quand il n'y en a pas non plus, c'est pas mieux. Puis là, l'île aux mouettes, ça grossit, puis ça grossit. Puis en 1 an, on a vu que c'était flagrant. Fait que moi, je suis pas vraiment perfectionnée là, dans tout ça, là, mais je trouve que le fait de mettre une pelle, c'est vraiment urgent par rapport à tout ce que le temps que ça va prendre pour... Mais ce qu'on disait avant, Simon l'a démontré que c'est un phénomène
puis qu'on le dise, qu'on le voit partout, puis qu'il y a des places qui sont pires que nous, c'est pas une réponse à nous. On a quand même cette problématique-là qui nous touche. Fait qu'en parallèle, avant d'aller chercher les autorisations au ministère, c'est pour ça qu'on va regarder les interventions physiques qu'on peut faire dans le bassin versant sans aller au ministère de l'Environnement. Parce que si on met toute notre énergie juste sur le ministère de l'Environnement, bien pendant ce temps-là, on n'en fait pas beaucoup parallèlement. Fait que là, on a trouvé une solution pour en faire en parallèle une autre action. Parce que le ministère de l'Environnement, écoutez, c'est des longs délais, c'est beaucoup d'études. Fait que ça, on se pose la question. Mais on va aussi faire des actions en parallèle pour justement aider le plus possible au projet. Parce que ça ne s'enlève pas comme un claquement de doigts. Mais si on est capable d'en absorber puis d'en retirer une grosse partie à la source dans les emprises municipales, bien déjà là, c'est un gros pas en avant qu'on va avoir fait. Mais il va falloir travailler aussi avec oui, les mais en même temps, 800 mètres carrés d'eau qui est réchauffée à l'entrée d'un lac. Toute cette eau-là s'en va dans le lac. On comprend que j'ai compris en 10 jours que l'eau est complètement desséchée. Tu sais, quand tu as 3 pouces d'eau à l'entrée d'un lac, ça s'appelle un lac qui est jamais choqué. Toute cette eau chaude-là, c'est sûr que ça se dirige vers le lac. Donc, s'il commence à avoir des problèmes de pollution dû au réchauffement de l'eau, ça c'est clair. Ouais. Je veux dire, plusieurs citoyens entre vous nous en ont parlé. Ça a fait. On est très conscients de ce qui se passe en ce moment. On comprend la problématique de l'entrée du lac, on comprend la problématique touristique. C'est pour ça que là, on avance rapidement. Mais si votre question, c'est est-ce qu'on peut mettre une pelle demain matin dans le lac, la réponse est non. Mais c'est pour ça que là, on vous dit tout ce qu'on a été fait, puis comment qu'on avance. Puis il va falloir savoir avec vous aussi sur quoi qu'on en Parce qu'on va avoir un suivi qui existe pour nettoyer les lacs maintenant. Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps à Granby, il y a une espèce de machine, là, le nom, je ne le sais pas, là, mais qui nettoyait le lac et tout ça. Puis c'est des choses qui existent, c'est des choses envisagées. Puis au lac Boivin, là, on parle d'un focard. C'est pas du tout quelque chose qui va enlever les sédiments, là, juste pour clarifier ça. Okay. Le focard, c'est vraiment quelque chose qui va venir couper les plantes aquatiques puis qui va en retirer une partie. Donc, c'est pas du tout là, la même problématique au lac Boivin qu'au lac d'Avignon. Okay. Le lac Boivin, en fait, c'est un marais, un étang quasiment plus que vraiment un lac là, qui ressemble comme ici. C'est un lac en fait de vie. Mais, tu sais, il y a plein de points similaires puis il y a plein de points différents. Tu sais, si on parle encore d'un barrage qui a été mis sur un cours d'eau, là. Mais, dans le fond, eux, le but d'enlever ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent circuler en canot, là, puis ils sont pas capables parce qu'il y a tellement d'algues que les pagaies se prennent dans les algues. Donc, on n'est pas là au niveau... Oui, mais en même temps, ça devient un filtre naturel. Là. Le lac se défend contre tout ça. Là. Il va y avoir de la pousse d'algues qui va se faire pour justement essayer de filtrer le plus d'eau possible. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment bon d'enlever les algues juste parce que quelqu'un veut passer en kayak. Mais c'est ça. Là, je ne veux pas qu'on rentre dans le débat du lac Boivin, mais c'est juste pour préciser que le focard n'est pas du tout quelque chose d'applicable. C'est pas une machine qui va enlever les sédiments là, pour le lac d'Avignon. Mais il y a des algues dans le lac, par exemple. Au mois d'août, là, nous, on avait un pédalo, puis on ne peut plus le prendre parce qu'on reste pris dans les algues. C'est plus agréable. Pas loin de chez nous, là, il y a des algues là, au mois d'août, là. C'est couvert. Un petit complément d'information qu'on travaille beaucoup avec le ministère de l'Environnement, puis qu'on disait de contrôler les sources, parce que c'est une exigence avant de pouvoir, parce que pour mettre une pelle mécanique, enlever les sédiments dans le lac, ça prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis eux, parmi leurs exigences, c'est de démontrer qu'on a contrôlé le problème à la source. Après ça, ils vont pouvoir étudier la question, mais si on n'arrive pas, mais si on n'arrive pas à faire cette démonstration que la source principale de la part de sédiments est faite et contrôlée, ils vont dire retournez faire vos devoirs dans le bassin versant. Puis après ça, quand vous allez nous démontrer que c'est faible, là, on va regarder vos demandes d'enlever les sédiments. Ce qui est logique. C'est parce qu'en 8 ans, quand je suis arrivé ici à Cowansville, en 8 ans, il n'y avait pas d'île aux mouettes.
Ça a pris 8 ans pour accumuler assez. Ben, il y a eu des gros changements climatiques, beaucoup de pluie qui est tombée. Des grandes périodes entre ça qu'il n'y a pas eu d'eau. Donc, un sol qui est desséché, aussitôt que l'eau va arriver sur le sol, il n'y aura pas de prise, il va tout de suite partir. Une terre qui est détrempée va moins laisser partir les sédiments, ça c'est clair. Je sais que climatiquement, ça a changé, mais en 8 ans, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'un autre 8 ans, il n'y a plus d'eau qui rentre dans l'air. Ça, c'est clair. Ma question, c'est que la demande que vous ne pouvez pas faire, parce que faut démontrer que vous allez faire. Mais quand vous allez faire votre demande, ça va lui prendre combien d'années pour donner une réponse? Ça, c'est le ministère de l'Environnement. Je suis résident de Cowansville depuis 4 ans. J'ai pris ma retraite à Cowansville, en particulier parce qu'il y avait un lac, un beau lac. Je fais du kayak dessus, puis ça va très bien. Sauf que le ministère de l'Environnement, normalement, dans son engagement par rapport aux clientèles, c'est 75 jours pour répondre à une demande d'autorisation. Et vous avez parfaitement raison en disant que si on lui propose au ministère une demande pour enlever des sédiments, ben, il va demander évidemment, comme vous dites, de s'assurer avant que les sources de sédiments sont contrôlées. Et ça, c'est extrêmement difficile de contrôler des sources de sédiments. Puis vous savez, au ministère, on est toujours très réticent à enlever des sédiments, parce que d'abord, souvent, ils vont revenir. Ensuite, ça peut être dangereux, parce qu'éventuellement, ils sont contaminés. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées pour enlever des sédiments, notamment des contrôles de qualité, etc., pour s'assurer qu'il y aura pas plus de problèmes en les enlevant qu'en les laissant. Maintenant, creuser le manque d'eau, le manque d'eau, ça ne réchauffe pas l'eau, premièrement, c'est la température qui réchauffe. Quand un sol est détrempé, c'est là qu'il va produire de l'érosion. Quand il est sec, normalement, il va absorber beaucoup de pluie. Quand il est sec, normalement, on n'a pas trop de problème. Mais c'est surtout quand les sols sont très détrempés, c'est là qu'on va voir les ravinements puis l'entraînement d'eau. Creuser sous le pont, là, le ministère aussi va devoir donner un certificat d'autorisation pour mettre la pelle, pour augmenter la section d'écoulement de l'eau, et probablement qu'il sera refusé de la demande, parce que ça ne règle aucun problème, ça, d'augmenter la section d'écoulement sous le pont. De toute façon, l'eau, elle est ralentie par l'élargissement dans le lac. Que vous creusiez ou pas sous le pont, les sédiments vont quand même s'accumuler à cet endroit-là. C'est ça que je voulais dire. Le petit pont, là, il n'y en a plus d'eau dans le ruisseau. C'est que si vous n'avez plus d'eau, quand il y a une pluie forte, c'est sûr et certain que les sédiments sont emportés, mais quand même qu'on creuse l'île aux Mouettes, il n'y en a pas d'eau. Il y a il y a une municipalité où, si vous prenez le Mont-Saturne, ils ont fait un bassin de rétention pour l'eau, pour pomper de l'eau, pour faire de la neige artificielle. C'est sûr que le débit, moi je suis venu au monde, là, ça n'arrivait pas. Puis le débit du ruisseau, là, je vous le dis, là, c'est plus un ruisseau, c'est un trou de bois. Si on tient l'eau du Mont-Saturne, puis on tient l'eau du lac Brome, parce que le lac Brome, eux autres, le lac, il ne descend pas tellement. Mais c'est sûr que le débit s'en vient dans la rivière Yamaska. Puis, si vous regardez l'été, là, moi, j'ai jamais vu ça. Je passe pour aller à Saturne, puis je me dis, il y a quelqu'un qui garde l'eau chez eux, puis nous, ben, on ramasse le restant, et puis quand même qu'on creuse le lac, il n'y en a pas d'eau. C'est sûr et certain qu'il faudrait regarder si on peut augmenter le débit du ruisseau pour avoir une meilleure alimentation du lac. À Sutton, c'est pas le même bassin versant. Donc, la rivière qui longe Mainport la jette vers le sud, vers les États-Unis. Puis le lac Brome, c'est vers Bromont. Ces deux cas-là, en tout cas, ça n'a pas vraiment de lien avec le lac d'Avignon. C'est peut-être aussi le fait aussi que beaucoup de monde se font des lacs chez eux. Le débit est vraiment directement proportionnel aux précipitations. Puis on a eu un été qui était tellement sec que
C'est sûr que les débits dépendent de la pluie qu'on a essentiellement. Il y a un débit de base qui est l'eau souterraine qui ressort, là, qui vient alimenter, qui garde toujours un peu d'eau. Hein? Le barrage Chouanière, il était venu à sec aussi. On voyait les traverses, tout ça, c'est que les camions traversaient quand ils ont creusé. Tout. Je veux dire, c'est normal ce qui est arrivé à Cowansville. On était chanceux. Notre eau, elle est restée bonne pour se baigner très longtemps. Et en plus, on n'a pas eu de problème d'évolution d'eau. Je veux dire, on a quand même un bon système de filtration à Cowansville. Merci beaucoup d'être venu en aussi grand nombre. Puis on reste disponible.